Merci à la French Produit pour m'inviter à vous raconter des choses aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très intéressant ma vie, donc j'essayais de prendre un peu d'auteur et vous raconter des choses peut-être plus génériques. Mais s'il y a la question, n'hésitez pas à rentrer dans les détails. Voilà, j'écris l'abcès tout de suite. Donc, je viens de Scaleway. Petite publicité. Scaleway, c'est un fournisseur de cloud européen. On a 3 régions où on fournit des produits cloud, en France, les Pays-Bas et en Pologne. C'est une entreprise qui appartient au groupe Iliad et qu'on est là pour venir vous offrir toutes les choses nécessaires pour faire des produits dans le cloud, services managés, etc., etc. Bien sûr, on n'est pas comme AWS, GCP, on est beaucoup plus petit, même que OVH, sont plus grands que nous. Mais on a beaucoup de produits, donc chacun de ces petites boîtes, c'est les produits qu'on fournit. Et du coup, c'est des product managers qui sont derrière, en train de travailler, de parler avec nos clients pour voir comment on peut améliorer de la bonne façon, parce qu'on n'a pas la même force de frappe que les grandes, mais en se rapprochant aux besoins de nos clients les plus possible. Et pourquoi cette petite publicité? C'est parce que Scaleway cherche des gens. Donc, on est basé à Paris et à Lille, mais bientôt, on va ouvrir des locaux sur Toulouse, Toulouse-la-Baie. Enfin, Toulouse ici, comme on s'y vient là, mais bon. Ça reste intéressant, donc je vous invite à voir. Il y a pas mal de postes de produits pour ceux qui sont intéressés à venir tenter la chance. Alors, avant de commencer, je voulais savoir qui vous êtes, parce que les titres de la présentation étaient un peu compliqués, donc je voulais un peu vous demander quelques questions. Donc, la première, c'est qui vous êtes. Donc, je voudrais savoir qui c'est des ingénieurs, des développeurs, qui viennent de ce monde. Je veux savoir. OK, on a quand même quelques-uns. Très bien. Plutôt votre travail, pas votre formation. Donc, qui c'est des product manager? OK, très bien. Plus dans les produits. Design, au cas où. Il y a design, OK, un peu. Et le reste? Vous êtes le reste. OK, bon, je vais essayer. L'idée, c'est de ne pas rentrer trop dans les détails, trop techniques. Voilà, je m'excuse si je dis des mots qui sont peut-être compliqués. Mais... Voilà. Deuxième question, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris de l'abstract, en fait? Est-ce que vous pensez qu'on va parler de la transition de l'ingénierie vers les produits? Qui a compris ça? Quelques-uns, OK. Qui a compris qu'on allait parler de comment gérer des produits complexes, parce que technique, donc complexe. Ouais, un peu quand même. Bon, vous êtes tous un peu... Ah, non, pardon. Qui a compris qu'on allait parler de la transition vers head-off, vers le management? Ça, moi? Bah, très bien, c'est surtout ce que je ne voulais pas parler. Qui a rien compris ou qui est venu juste pour l'apéro, parce que c'est toujours sympa. Très bien aussi. OK. Bah, moi, je suis Victor, donc enchanté, ravi d'être ici pour parler un peu des choses liées aux produits. Tout de suite, je viens du Chili, donc j'ai un accent. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire, Victor, est-ce que tu peux répéter? Ça m'est arrivé plein de fois, je ne serais pas vexé. OK? Et du coup, mon parcours, c'est un parcours un peu ce qui a motivé cette discussion d'aujourd'hui. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur en informatique, donc pas plus technique que ça. Mais j'aimais tellement l'ingénierie que je me suis dit, ça serait très bien de faire une thèse. Donc, je suis venu en France pour faire une thèse en informatique. Donc, là, j'étais au sein même de la technique. Et à un moment, je me suis rendu compte que, voilà, que j'avais suivi ces chemins un peu parce que c'était les chemins par défaut. Mais ce n'était pas forcément ce que j'aimais. J'ai fait un passage chez EasyMile où j'ai démarré comme développeur et j'ai eu la chance, parce que c'était vraiment la chance, de tourner vers les produits à un moment qu'on ne parlait pas trop de produits. On ne savait pas qu'est-ce qu'était le product management, on faisait les liens avec les PO, les Scrum, tout ça. Et voilà, après ça, j'ai continué chez Scaleway où aujourd'hui je suis chef de Head of Product. Okay? Donc c'est un parcours de transition. J'ai fait cette transition et c'était un peu ce qui a motivé la discussion que j'ai eue avec Florian à un moment et
C'est pour ça que je raconte ça. Alors, tout a démarré, ça fait très longtemps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Qui connaît cette image? Pas mal. Donc, vous êtes dans le software engineering pur et dur. C'est l'image que nous montre à chaque fois qu'on parle de cycle en V, des choses qui ne marchent pas, ce que les clients ont expliqué, ce qu'il avait vraiment besoin avec toutes les choses au milieu. Cette image, je l'ai vue, je pense que c'était 2006, quelque chose par là, il y a quelques temps. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que, du coup, on voit ici qu'à chaque transition, en fait, il y a un problème de communication. On ne sait pas décrire bien les choses, tout en sachant qu'on est ingénieur, on fait plein de cours de software engineering, d'architecture, des choses comme ça. On est censé bien savoir comment faire les choses. Et pour autant, en fait, la communication est clé et on se perd très souvent sur les choses qu'on veut faire vraiment et les choses que les gens ont besoin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu en cours et que ça resté dans ma tête. Et du coup, ça fait grandir une idée qu'à la fin, on a fini dans cette transition au produit. Donc, la première chose que je voulais vous parler, c'est qu'il faut comprendre pourquoi on est ingénieur, pourquoi on pourrait vouloir faire une transition. Voilà. Donc, je résumais ici un peu les choses que j'avais en tête quand j'étais ingénieur. La première, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais les ingénieurs on est hyper curieux. Ce qui nous intéresse, c'est apprendre des choses. D'accord? C'est ça les drivers. Ce n'est pas forcément des choses qui vont marcher d'un point de vue produit. Ce qui nous intéresse, c'est apprendre, en fait. D'accord? Donc, on est très driven pour allez, on va essayer les nouveaux langages, on va essayer les nouveaux frameworks. Il y a toujours quelque chose de cool dans la nouvelle techno. C'est normal, la techno évolue en s'améliorant, donc on va se retrouver forcément avec des meilleures choses. D'accord? Donc ça, il faut les comprendre. Il faut comprendre. Si vous êtes PM, bah, il faut comprendre que vos ingénieurs réfléchissent. C'est ça leur driver. C'est pas vos user stories qui sont priorisés. Non, pas du tout. D'accord? Je me suis retrouvé passé avec des ingénieurs qui ils ont reconnu qu'ils faisaient leur taf et que c'était pas intéressant pour eux de savoir si ça servait à quelque chose. Parce que tout ce qui était important, c'était apprendre des choses pour eux. Ce qui nous ramène au deuxième, c'est il faut réécrire des zéro. Ça arrive tout le temps. Il y a une nouvelle techno, il y a un nouveau langage. On l'a vécu avec Jero et le fleet management. Il y a toujours cette besoin de ça ne marche pas, donc on fait à nouveau. D'accord? Donc c'est important parce que ce qui est en train de démontrer, c'est que on a peur de la dette technique. D'accord? C'est quelque chose que aussi, en tant que PM, il faut comprendre. Les choses évoluent et il y a un coût à les maintenir. Donc, il faut être à l'écoute de ça aussi. Celle que j'aime le plus, c'est ça, c'est la quête de la perfection. Donc, les ingénieurs, ils sont là, ils sont faits des formations où on apprend à faire bien les choses. D'accord? Leur objectif, c'est l'optimisation. Ils sont là pour résoudre un problème de la meilleure façon possible. Sauf que la meilleure façon possible, il y a différents points de vue. Et souvent, on se perd. D'accord? Donc, c'est très souvent qu'on se retrouve dans l'over-engineering, d'accord? Dans les meilleures pratiques, mais qu'en fait, c'est des meilleures pratiques pour des boîtes qui sont un autre problème, pas les nôtres. D'accord? On va sortir du cadre et de toute façon, leur outil va mener à prendre des décisions qui vont aller contre les produits. D'accord? Donc, il faut faire beaucoup attention à l'over-engineering parce que c'est très facile à tomber sur de l'optimisation qui n'est pas nécessaire. D'accord? Et du coup, celle que j'adore, et je m'excuse parce que je l'ai dit en français, c'est de la merde. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez entendu. Vos équipes, si vous passez le temps en tant que PM avec les développeurs, c'est quelque chose qui sort très souvent. C'est une frustration qui vient de fait qu'en fait, déjà écrire des codes qui n'est pas utilisé, ça ne plaît à personne. Mais si en plus ces codes, il faut les maintenir, ça, c'est quelque chose. Parce qu'on se retrouve à devoir investir du temps dans quelque chose qu'on n'aime pas, qu'au pire, on déteste, et ça va braquer les gens. D'accord? Mais tout ça, c'est des choses que moi, en tant qu'ingénieur, j'ai vécu et je me suis rendu compte qu'à la base, ce qui était les pires pour moi, j'étais les premiers à faire la meilleure architecture. Hein.
C'est ça la bonne façon. On a appris ça à l'école, c'est le bon langage, etc. Mais à la fin, ce qui a déclenché en moi un changement, c'était la frustration. C'était de dire, bah, en fait, même si on fait tout bien, même si on investit de la bonne façon, on se retrouve à écrire des codes qui n'est jamais utilisé. D'accord? Donc, ça, c'est très, très dur. Et du coup, bah, j'ai eu la chance d'ouvrir une porte que c'était le questionnement sur la valeur. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on va probablement entendre en discussion avec les ingénieurs et que c'est très basé sur l'agilité. D'accord? Donc, je vais montrer les petits dessins, c'est les cycles en V. Donc, aujourd'hui, combien de gens ici travaillent en cycle en V? Personne. Combien de gens font de l'agilité? Tout le monde. OK. On fait de l'agilité, mais est-ce que c'est de l'agilité? Donc, je voulais juste vous dire, il faut faire attention. Donc, l'agilité à la base, c'est un groupe de mecs qui se sont retrouvés, ils se sont dit, c'est ça les principles de l'agilité. J'ai mis là les 4 les plus importants. D'accord? C'est prioriser les interactions entre les gens à la place des process, des tooling, des choses comme ça. C'est livrer des codes qui marchent avant la doc, donc les specs, donc notamment ça. Établir une relation avec vos utilisateurs pour pouvoir travailler main dans la main avec eux au lieu de négocier un contrat. Et être prêt à changer parce qu'en fait, on va faire des plans, mais bah, forcément, on n'a pas écrit un contrat avec tous les specs, donc c'est difficile. On va devoir être ouvert à évoluer. Ça, c'est la base. D'accord? C'est la base parce que ça permet de créer des dynamiques. Donc, ici, ce qui est important pour ramener la valeur, c'est pas Scrum, en fait. C'est l'organisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'organise de façon de tous attaquer un problème et justement se mettre d'accord sur c'est quoi la valeur, à qui on travaille, à qui on va fournir cette valeur, c'est quoi les logiciels qui résolvent les problèmes de la personne, en fait. On se focus sur le problème et on va essayer de, le plus vite possible, avancer avec eux. Bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. Ça dépend de la taille des entreprises, de la taille du projet. Vous allez me dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des safe. Bon, je me doute sur si safe c'est de l'agile, mais admettons, ce qui est important ici, c'est qu'on se rend compte qu'il faut s'organiser autour de la valeur. D'accord? J'ai mis Scrum, je suis le premier à pas aimer Scrum, mais je trouve que c'est intéressant que si vous êtes des ingénieurs que vous voulez aller vers les produits, ou si vous êtes des PM qui travaillent avec des équipes, bah, si vous ne savez pas comment vous organiser pour livrer de la valeur, démarrez avec Scrum. C'est quelque chose de facile. Ça va mettre un langage commun. Ça va vous permettre de faire des définitions sur qu'est-ce que c'est la valeur, quand c'est fini, etc. Des rituels qui, avec le temps, probablement, vous allez dire, bah, en fait, maintenant, ça ne sert à rien, on sait bien estimer, on sait faire les choses, voilà, on n'a plus besoin. Et à ce moment-là, vous allez dire, on est bien, on est lean, donc on passe à Kanban et tout va bien. C'est très bien, ça me va comme solution. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, du coup, la seule chose que je voulais vous raconter, que je n'ai pas mis à la slide, c'est ce qui est intéressant, c'est l'organisation. Donc, c'est parler. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de PM qui se retrouvent à travailler en Scrum ou bien en Agile, mais qui passent leur temps à écrire des user stories. D'accord? C'est de l'espec, en fait. Donc, vous êtes en train de faire un cycle en V. Donc, à la place, je vous invite à faire des choses comme des user story mapping. Passez du temps avec vos développeurs, vous êtes ensemble, vous définissez vous-même la solution, mais en équipe. Ça va donner un peu d'espace aussi aux développeurs parce qu'il ne faut pas oublier que dans tous ces trios produits, ingénieurs, design, que c'est la clé du produit, bah, l'engineering n'est pas là juste pour développer des codes, hein, ils sont aussi pour apporter à la solution. Donc, c'est important de les mettre en valeur. Donc là, tout va bien. On ramène de la valeur, génial. Ça se fait aussi avec les équipes d'ingénieurs, donc on est content. Mais il y a quand même un step supplémentaire que c'est avoir de l'impact. D'accord? On peut livrer la valeur, mais si personne n'achète ça, si vous faites quelque chose qui est trop cher,
Si vous faites quelque chose qui est fini, mais trop tard, voilà, vous n'avez pas d'impact. Donc, c'est là, je trouve que c'est dans cette transition que je fais, je trouve que c'est la partie la plus compliquée. Pourquoi? Parce que du coup, il faut comprendre que la valeur, c'est importante, mais c'est surtout la viabilité qui va être clé. D'accord? Et la viabilité, ça rentre dans un espace qui est très loin de l'ingénierie. En ingénierie, on essaie d'être carré, on essaie de tout, de risquer, de bien estimer, de faire les choses bien, optimiser. Vous allez passer à l'endroit les plus compliqués du monde, que c'est le marketing, les sales, des négociations qui sont des fois complètement dans l'air. D'accord? Combien de clients on va avoir une fois qu'on sort en GA? En fait, on ne sait pas. On sait pas. Et ça, combien vous allez engager en termes de développement pour arriver à faire un general availability? Voilà. Donc, c'est des questions qui sont très importantes. Et je trouve que les bons outils qui m'ont aidé, c'était faire focus sur les framing. Donc, c'est quoi les problèmes qu'on veut résoudre? D'accord? On passe du temps, on s'assoit, on essaie de cadrer les choses, faire un peu de la recherche. Ça peut être parler avec les clients, ça peut être faire des market research. Il y a plein d'outils, la discovery, tout ça. C'est très bien. Ce qui est important, c'est qu'on dégage des opportunités et surtout qu'on comprend que les jeux d'un PM, la variable qui en plus de juste rester développeur, c'est la gestion de risque. D'accord? Vous allez devoir prendre des décisions pour lesquelles, bah, des fois, on n'est pas sûr. D'accord? Et ça, c'est pas confortable, c'est pas facile. D'accord? Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de risquer les choses. Prendre le maximum d'informations pour faire une décision le plus informée possible. D'accord? C'est pas parfait, mais c'est tout ce qu'on a. C'est très bien, on a la bonne opportunité, on a de risquer. Maintenant, il faut motiver. Donc, être porteur d'un plan. Et en plan, je ne parle pas de planning de tâches, je parle vraiment d'une vision globale. Être capable de dire c'est où on y va, une vision. Savoir comment, c'est quoi les bons objectifs, comment on va prioriser. Et tout ça, les lier aussi à une notion de business plan. Savoir combien on va investir. Être conscient que c'est des variables qu'en tant que PM, vous devez avoir en tête, parce que c'est ça qui va faire la différence pour avoir l'impact. D'accord? Et finalement, j'ai mis la livraison. On parle beaucoup des POPM. Je sais que c'est un débat très compliqué. Mon avis, c'est on s'en fout, en fait. Vous êtes PO, vous faites des tâches de PM. Vous êtes PM, il n'y a pas de PO, bah, c'est à vous d'assurer la livraison. Pourquoi? Parce qu'en fait, une des choses que j'avais dans mon passé d'ingénieur, c'était bah, on fait tout bien. Donc, on prend le temps, on va doucement. Et en fait, le business n'attend pas. D'accord? C'est très souvent, celle qui gagne, ce n'est pas la meilleure solution. C'est ce qui est arrivé en première. D'accord? C'est pas pour autant que je veux dire qu'il faut juste faire n'importe quoi et sortir quoi que ce soit et puis peut-être par chance on va avoir quelque chose. Non, il faut être capable de faire un framing, d'évaluer les opportunités, de voir quel risque on va prendre. Et le meilleur pour faire ça, ça reste des approaches lean où on va petit à petit, de façon itérative, en train d'améliorer une solution. J'ai mis là High Agency. C'est un mot c'est un concept que j'adore. C'est il ne faut pas attendre que les conditions sont parfaites pour avancer. D'accord? Si vous attendez ça, vous avez loupé l'écrément. D'accord? C'est la chose la plus compliquée. Je l'ai dit, mais je ne le fais pas tout le temps. C'est très compliqué parce que, justement, on est dans cette étape et pour avoir un impact, des fois, il faut faire un pari et bah, c'est un saut un peu de foi, quoi, un acte de foi. OK. Donc ça, c'était un peu pour vous raconter la transition de l'ingénierie, ce qui m'a motivé. Maintenant, j'avais mis plein de choses que je te demandais si vous voulez parler plus ou moins de ça ou ça. Donc, je vais faire quelques zooms. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Je ne vais pas rentrer en détail de tout, mais on peut parler avec les questions. Et puis, sinon, à l'apéro, il y a plein de temps pour parler. Alors, pour les gens qui ont des problèmes avec les ingénieurs, donc, ça peut aider. Pour les ingénieurs qui veulent passer vers les produits, ça peut aider. L'idée, c'est de faire un match de vocabulaire. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas exactement les mêmes,
mais ils vont être en ligne. D'accord? La première, j'adore, c'est build the product right versus build the right product. D'accord? C'est la clé de cette slide. En tant qu'EPM, on s'en fout de comment c'est fait. D'accord? C'est plus une question. C'est pas vrai parce qu'il faut savoir combien ça coûte, mais vous n'êtes plus dans la solution. Donc, pour les ingénieurs qui veulent aller vers les produits, la première chose, c'est renoncer à donner son avis technique. D'accord? C'est super dur. Parce qu'on sait le faire. Nous-mêmes, on pourrait faire mieux, plus rapide. Mais c'est plus notre responsabilité. D'accord? Ça, c'est super compliqué. Moi, je l'ai vécu, j'ai fait des commits, voilà, l'équipe n'était pas content. Je savais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Mais je n'avais pas l'ownership de ce code. D'accord? Donc, c'était les premières steps qu'il faut faire, se dire, OK, c'est plus ma responsabilité, on passe à l'autre, au niveau supérieur, parce que de toute façon, maintenant, on est intéressé sur les pourquoi. Si vous savez des bonnes équipes qui sont vraiment agiles, j'espère que vos ingénieurs vous demandent tout le temps pourquoi. D'accord? Quand les équipes sont intéressées sur la valeur, eux, ils sont intéressés de livrer quelque chose qui a la valeur. Donc, la question de pourquoi revient. C'est important aussi de dire à ces équipes, OK, très bien, c'est bien qu'on se pose la question de pourquoi. C'est la responsabilité de faire. Donc, il faut quand même séparer les choses. Et après, j'ai mis d'autres sujets. Donc, si vous travaillez avec des backlogs, si vous faites des poker planning, si vous vous organisez un sprint, de l'autre côté, vous êtes en train de travailler la vision, les opportunités, c'est les choses que vous allez mettre dans les backlogs. C'est pas la même granularité. D'accord? Dans les backlogs, on va mettre des user stories, des tâches. Dans la roadmap, on va mettre une initiative qui va prendre plusieurs sprints. Mais c'est un bon lien. C'est un bon lien de langage qui va vous permettre de vous rapprocher à parler de, bon, pourquoi on met les choses dans les backlogs, pourquoi on fait des priorisations, des programme planning. C'est parce que c'est dans la roadmap. D'accord? Si c'est pas dans la roadmap, pourquoi on fait ça? D'accord? Pareil, la dette technique, c'est quelque chose qui fait beaucoup peur. J'ai mis en versus les risk management. J'aime bien ça, cette notion des portfolios, en fait. Dans la vie, on prend des risques, on va à la banque, on demande de l'argent. Donc, la dette, ça existe, d'accord? C'est bien de prendre la dette. Il ne faut pas trop prendre. Il ne faut pas faire faillite, d'accord? Donc, c'est important de savoir aussi que des fois, les ingénieurs sont averses au risque, mais de l'autre côté, dès qu'on écrit en ligne de code, la probabilité qu'il y ait un bug, ça existe, d'accord? Donc, il faut expliquer, avoir un dialogue qui dit, en fait, des fois, on prend des risques, mais au prochain sprint, on va les payer. Ou bien, encore mieux, on va définir une métrique qui nous dit si ce qu'on avait pris comme hypothèse, ça marche ou pas, et du coup, on paye la dette ou pas. D'accord? C'est ça l'outil que vous allez avoir pour négocier comment avancer. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, ça, j'adore. Les ingénieurs, ils vont nous dire, ils ont raison, les choses sont finies quand elles sont finies. J'adore ce type de phrase. C'est vrai, en fait. Si on a défini un scope, et il y a un ensemble de tâches, la dernière, on ne peut pas juste enlever une ligne de code, sinon ça ne marche pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en tant qu'EPM, il faut faire confiance. C'est ça que vous devez développer avec vos équipes, et c'est pour ça qu'il faut s'organiser de la bonne façon, pour motiver les gens, pour donner une vision. C'est de l'organisation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? Donc, la vitesse, ça sera forcément donné pour la capacité de l'équipe à faire des choses. D'accord? Vous ne pouvez pas trop changer ça. Vous pouvez bien sûr demander de changer la qualité. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Non, sauf si vous voulez avoir des clients qui ne sont pas contents. Mais des fois, c'est possible. C'est une variable. Par contre, la variable qu'on n'utilise pas, et qu'en tant qu'EPM, c'est la clé, c'est le scope. D'accord? Vous êtes en capacité, à chaque fois, de dire on fait moins. D'accord? C'est dur, parce que du coup, ça veut dire qu'on avait défini aussi quelque chose qui peut-être était trop grosse. D'accord? Mais on ne va pas se mentir. On cherche aussi la perfection. On cherche quelque chose qui a de l'impact. Mais peut-être, c'est pour ça que je dis, c'est un ajustement entre le time to market et avoir la perfection. D'accord? Donc, quand vous êtes dans ce type de questionnement, c'est une option. Dire, OK, on fait la moitié. On sort en bêta, on va apprendre. On prend un peu de risque, mais c'est pas trop. Voilà, je ne vais pas passer par tous.
On pourra revenir si vous avez des questions. Alors, pour ceux qui sont compris qu'on allait parler de la complexité, des produits complexes, c'est vrai, moi j'ai travaillé avec des voitures autonomes, les clouds, on fournit des services cloud, donc on est en train de travailler derrière avec des réseaux, avec des hyperviseurs, avec des trucs super techniques. Moi, je viens de l'ingénierie, donc c'est une chance. Hein. En vrai, c'est changement de l'ingénierie vers les produits. Au début, j'étais plus un technical product manager, on était dans cette définition. Je ne pense pas que ça fasse beaucoup de différence, mais ce que je peux vous donner comme tips pour les gens, pour comprendre un peu les mindsets et les choses qui se passent dans l'ingénierie. J'ai mis 4 exemples. Donc, la complexité, il faut savoir, il y a 2 types de complexité. Il y a plusieurs classifications, mais dans celle-ci, il y a l'essentiel. Par exemple, on parle de l'intelligence artificielle, des modèles LLM, des choses hyper compliquées que ça prend beaucoup de temps à calculer. Voilà, ChatGPT, tout ça. C'est compliqué. C'est complexe, mais c'est complexe parce que les problèmes qu'on est en train de résoudre, c'est être égal au cerveau. D'accord? Donc, c'est complexe. Il y a aussi la complexité accidentelle. On s'organise, on prend des décisions, on va faire de la CI, on va faire des tooling, on va découper les problèmes d'une façon, on va faire une architecture. Là, on va induire des complexités nous-mêmes. D'accord? Donc, celle-là, vous pouvez la négocier, en fait. Je ne dis pas qu'il faut, s'il y a un problème de CI, on va dire non. Vous savez, les ingénieurs, ça prend du temps la CI, donc au bout d'un moment, ça fatigue et il faut l'améliorer. Donc, on est dans cette optimisation en continu. On ne va pas dire non à chaque fois. Mais peut-être, si on a la fin de projet, les temps qu'on va gagner en optimiser la CI, ça ne va pas payer le décalage de projet. D'accord? Des choses comme l'abstraction, c'est des outils que vous pouvez apprivoiser pour répondre à des sujets complexes. Qu'est-ce que c'est l'abstraction? C'est, voilà, il y a là quelque chose de compliqué, on met une petite boîte et on ne regarde pas à l'intérieur. Et on regarde les fonctionnels. D'accord? C'est les API. Tous les systèmes fonctionnent avec des API. On comprend qu'est-ce que fait l'API, mais on ne sait pas comment c'est construit à l'intérieur. Ça marche très bien, vous pouvez l'utiliser. Ça fonctionne aussi pour dialoguer avec les ingénieurs. D'accord? En faisant des diagrammes, en faisant des user story mapping, on va faire des choses. J'adore le divide and conquer, ça permet de prendre un problème qui est compliqué et on le découpe en petits morceaux, et puis on essaie de faire l'addition. Donc, 2 choses que j'aime bien avec ces concepts dans les produits, c'est ça permet de découper la roadmap. Vous prenez des initiatives, vous pouvez les découper en petits morceaux, ça va vous aider. Celle que j'aime le plus, c'est quand on découpe, en fait, on se rend compte que la moitié des choses n'étaient pas nécessaires. Ça peut arriver aussi. Et les dernières, c'est les ingénieurs aiment bien faire des pots côté produit aussi, donc c'est des choses qu'on peut pousser. Les spikes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une technique de l'agilité où on va écrire un code et après on va les jeter. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de la solution possible. Ça permet juste aux ingénieurs de comprendre un peu mieux la complexité de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est très, très intéressant parce que ça permet de dérisquer. Donc, pour vous, en tant qu'EPM, pousser ce type d'initiative, c'est intéressant. Meilleur conseil que je peux vous donner, faites les spikes dans un autre langage. Donc, quelque chose qui fait plaisir à vos ingénieurs. Justement, dans cette quête de... Voilà. Mais, en disant qu'une fois qu'on a fini, on les jette. Et dans la complexité aussi, c'est très facile d'avoir le syndrome de l'imposteur. On a peur, en fait, de ne pas comprendre cette complexité. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est facile à dire, c'est très difficile à vivre. Moi, dans mes équipes, j'embauche des gens qui ne sont pas experts cloud. Je n'attends pas des gens qui viennent chez Scaleway d'être experts dans un sujet. On va les apprendre des choses. De toute façon, la solution qu'on a, c'est fait maison. Donc, bon, même si je ramène quelqu'un de chez AWS, il ne va pas forcément rentrer direct dans le sujet. Il faut comprendre qu'on a tous les droits à apprendre. Et pour apprendre, je vous invite à apprendre le langage, le vocabulaire. Parce que les ingénieurs, ils aiment bien nommer des choses. Et c'est des gros débats avec quel nom on met aux choses. Donc, c'est bien d'apprendre ce langage. C'est bien de s'intéresser à l'architecture. Comme ça, vous pouvez rentrer un peu dans la solution, comprendre la solution sans plus de problèmes.
À nouveau, les why et les how, focus on the problem, non, pas la solution. Ça, c'est la clé. Et pour se faire une belle définition de problème, voilà, je partage ici quelques insights sur voilà, comment on va définir un problème. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais il faut savoir que faire le framing, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on investit à faire de la recherche, des markets, de passer du temps avec la discovery. Faire des discovery, une campagne de discovery, ça peut prendre un mois. Vous allez parler avec plein de clients, avec des questions qui sont répétitives, qu'il faut finir avec un débrief, qu'il faut classer dans un Figma pour pouvoir apprendre quelque chose. Donc, c'est du temps, ça prend de l'effort. Donc, le state of the art dans la recherche, c'est clé. Et voilà, vous pouvez comprendre qu'en fait, vos problèmes, c'est ça. En tant que chercheur, ce qu'on fait, c'est de l'hypothesis testing. En fait, on va définir, on va cadrer un problème et pour savoir si ce qu'on a imaginé c'est vrai ou pas, on va définir des hypothèses et on va les tester. Méthode scientifique 101. Ça, c'est ce qu'il faut faire en tant que PM. Il y a un lien là. Vous testez des hypothèses. D'accord? Donc, c'est très important de se dire, je prends une décision, je vais dans une direction, quel test je peux faire? Et ça peut finir. Des fois, c'est pas la recherche, donc ça peut finir. On fait un survey, on allait voir, je sais pas, un rapport de Gartner, voilà. Vous pouvez trouver des sources d'informations, mais ce qui est important, c'est poser les hypothèses. Et l'autre chose que je vous invite à faire, c'est être très data-driven. Donc, en général, on va faire des entretiens, on va voir de la donnée, mais il y a aussi de la donnée que des fois on ne regarde pas. C'est la donnée d'utilisation. C'est vos bases de données. Donc, les ingénieurs, ils sont des métriques, hein. Ils font des monitoring, ils vont être en train de capturer beaucoup d'informations qui sont liées à l'opération de vos systèmes. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur, un petit peu d'SQL, ça s'apprend très vite, et rentrer à récupérer de l'information. Et là, j'ai dit partager les conclusions positives ou négatives. Ça, c'est super important en tant que PM, c'est la communication. Et pareil, quelques tips pour comment partager bien les idées. Les mêmes, c'est moi qui l'ai fait. Je viens de faire passer un entretien d'un ingénieur qui voulait venir voir les produits. Il m'a fait la blague. Non, mais produit, c'est juste faire des jolis PowerPoint. D'accord? Ça m'a fait rire. Mais en vrai, je me suis rendu compte comment on comprend mal la communication. D'accord? À nouveau, il faut avoir un storytelling, c'est bien. C'est bien de pouvoir raconter quelque chose qu'on va accrocher. Mais surtout, le focus, en tant que PM, vous n'êtes pas marketing, vous êtes PM, c'est le why, c'est le pourquoi. Less is more, j'adore. Ne réinventez pas 10 000 mots pour le même concept. Voilà, les choses, il faut créer un vocabulaire, c'est partager avec vos ingénieurs. Vous allez communiquer la même chose, mais entre les CEO et les customer service. Donc, vous allez devoir passer dans tous les différents niveaux, tous vos stakeholders. Vous ne pouvez pas à chacun l'inventer un mot. D'accord? Donc, less is more, soyez concis, trouvez les bonnes façons, répétez, répétez, répétez. Cette capacité de faire zoom in, zoom out. Donc, par exemple, dans un papier de recherche, vous allez lire l'abstract, ça dit exactement ce qu'il y a dans le papier. Vous lisez l'introduction, ça vous dit exactement ce qui vient après. Vous lisez la conclusion, ça vous dit exactement ce qu'on vient de lire. Ben, ces deux choses, c'est la même, en fait. C'est juste un niveau en direction qui nous permet de rentrer dans les détails. Ça vous permet d'introduire les gens dans la suite logique de la pensée. C'est des choses que vous devez utiliser en tant que PM. C'est de la bonne communication qui va vous faire gagner avec un message qui va mieux passer. Okay? Que je n'ai pas du tout appliqué dans ce slide, d'ailleurs. Parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Voilà. Et la partie que j'ai dit que j'avais moins préparée, c'est les changements vers le management. Parce que c'est quelque chose qui est plus personnel. Les premières warnings, si vous voulez aller vers le management, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde parce que c'est spécial, c'est juste que c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que
vous avez des peers, vous êtes avec des gens, et le lendemain, bah, ces gens ne vous parlent plus. On était potes, mais on n'est plus potes maintenant. Voilà. Vous allez être un parapluie. Il va y avoir de la pression dans les équipes. Mais c'est vous qui prenez la pression, ce n'est pas l'équipe. Si vous laissez passer la pression, vous ne faites pas un bon travail. D'accord? Donc, il y a tous ces côtés un peu négatifs, bah, mais de l'autre côté, il y a des côtés très positifs. Donc, ce que j'adore, c'est aider les gens. C'est ça qui m'a poussé vers le management. Je me suis retrouvé dans une situation où mon chef est parti. Et c'est mes collègues qui m'ont dit, bah, Victor, c'est toi. Et moi, j'étais, non, c'est pas moi. Et heureusement, j'ai pu garder une bonne relation avec eux, ça se passe très bien. Mais c'était parce qu'on s'aidait, parce que j'étais là à chaque fois qu'il y avait un problème, parce que j'essayais de faire des mentoring. Et c'est le type de questions qui m'ont montré que moi, j'étais vraiment intéressé à l'organisation et pas forcément à les day-to-day d'un PM, même si j'adore. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on passe des product managers vers le management, vous n'allez plus faire des produits. D'accord? On peut essayer de faire de la discovery pour l'organisation, mais c'est faux en fait. Vous allez rentrer dans plein de trucs un peu politiques, un peu d'influence, qu'il faut convaincre les gens. C'est très important parce que du coup, si vous êtes intéressé en méthodologie et vous voulez la mettre en place, il faut gagner des alliés, il faut organiser la boîte. L'organisation, c'est un travail. D'accord? Donc là aussi, il faut faire attention. Est-ce que ça vous plaît plus d'avoir de l'impact au niveau d'un produit ou est-ce que vous voulez avoir de l'impact au niveau humain? Donc c'est un peu la différence. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore... tu ne m'as pas dit 5 minutes, donc j'imagine que ça va. Mais c'est fini, ne vous inquiétez pas. On peut passer aux questions après. Si c'était un peu des choses que j'avais en tête, ne sont pas très structurées parce qu'il y a différents changements. Donc, en gros, ce que ça montre, c'est aussi la progression que j'ai faite, qui n'est pas parfaite. Donc, voilà, c'est ça. Mais s'il y a 3 choses que je voudrais que vous partiez aujourd'hui avec, c'est, voilà, il ne faut pas avoir peur de faire ces transitions, peu importe dans quelle direction. C'est le travail. Des fois, ce n'est pas hyper confortable, mais c'est possible. Il faut se donner le moyen. En tant qu'EPM, l'empathie, je pense que c'est la clé. Être à l'écoute de l'autre, parce que c'est ça votre travail, c'est aller creuser les pourquoi. Et pour creuser les pourquoi, il faut écouter les gens. Donc, être très ouvert et réceptif de ce que sont les problèmes, les pain points de vos clients, des utilisateurs, etc. Et à la fois, il faut être empathique, mais il ne faut pas attendre. Donc, n'attendez pas que tout soit parfait pour avancer. Il vaut mieux avancer et se tromper que rester et attendre que tout soit parfait pour avancer. Parce que ça n'arrive jamais. Du coup, cette notion à nouveau de l'itérativité, c'est important, vous pouvez l'appliquer dans votre façon de travailler. Et en tant qu'EPM, pareil, focus sur les problèmes, c'est quoi les cadres que vous allez donner, et regardez votre problème d'un point de vue de risque. Combien de risques je vais prendre pour faire des choses. Vous allez voir que ça va changer votre façon d'avancer. Et ça va vous sortir de ces peurs de faire la solution parfaite vers prendre un peu de risque et des fois se tromper. Si vous faites les choses de façon lean, vous ne perdez pas trop. On peut être dans un esprit un peu américain et dire on a tous appris quelque chose. Voilà. Et c'est ça que j'avais à vous dire. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Merci.